Plusieurs sujets nous intéressent ce soir. Les soldes d'été d'abord. Ils ont démarré depuis près d'une semaine déjà et le bilan est plutôt mitigé. Les ventes sont 15 à 20% moins élevées que lors de la première semaine des soldes de 2019 selon la Confédération des commerçants. Elles sont tout de même en hausse par rapport à 2020. Denis Ferrand, comment expliquer ce bilan ? Est-ce que les craintes autour d'une reprise de l'épidémie freinent-elles la frénésie consommatrice des Français ? Non, je ne pense pas que ce soit cet élément-là qui joue. Je pense que déjà, les soldes, c'est quelque chose qui est très installé dans la représentation, mais il y a quand même de plus en plus des ventes privées qui interviennent avant les soldes, et donc... vous avez peut-être un déplacement. Donc c'est quoi ? C'est quelque chose qui s'essouffle alors ? En tout cas, c'est intéressant de regarder les soldes en tant que tels, mais regardons dans ce cas, est-ce que les ventes qui se sont faites au mois de juin sont beaucoup plus faibles, sont beaucoup plus faibles qu'en 2019, puisque c'est ce point de comparaison qui est effectué. Et donc il faut regarder la lecture non pas sur une période bien identifiée, mais bien sur l'ensemble des périodes observées. Maintenant, ce que l'on observe sur la période actuelle, c'est que quand vous regardez les indices de confiance des ménages, ils remontent en flèche. Il y a plutôt une perception de ce que le chômage ne va pas monter, donc on se dit, a priori, c'est propice à avoir un petit peu d'accélération de la dépense, mais... Et puis le pouvoir d'achat est resté intact, c'est même embelli. Tout à fait. C'est ce qui est étonnant. Même s'il y a un peu de prélèvement qui intervient avec l'accélération des prix, en particulier des prix de l'énergie. Mais... quand bien même il y a une amélioration du sentiment vis-à-vis de l'évolution du chômage, on voit qu'il y a toujours une intention d'épargner extrêmement importante. Les ménages voient toujours des opportunités à épargner et une capacité à le faire extrêmement élevée. Donc on a des phénomènes qui jouent, qui limitent la conso. Et puis attention aussi à la profonde transformation du budget des ménages. Quand vous regardez, il y a des choix budgétaires qui ont radicalement changé. Si vous allez interroger des fabricants, des enseignes de bricolage, elles ne vous disent pas que la consommation est pas bonne. Parce qu'au contraire, ils ont un énorme problème qui est une capacité à pouvoir délivrer le matériel pour pouvoir faire le bricolage. En fait, il y a eu une transformation des budgets, des coefficients budgétaires, moins d'achats de véhicules, moins d'achats d'habillement, mais en revanche, beaucoup plus d'achats d'équipements du logement, parce qu'on s'est rendu compte pendant le confinement, peut-être qu'il manque des petits trucs dans l'appartement. Tiens, et si on avait une vraie terrasse, si on se faisait un vrai balcon. Et vous avez aujourd'hui un privilège qui est accordé à de la dépense pour le logement et au détriment d'autres types de dépenses. Une manière différente de consommer. Vous avez parlé donc d'autres, il n'y a pas que les soldes en effet, là on voit les chiffres sont complètement différents. Les Prime Days par exemple d'Amazon, eux ont vécu une année record. Est-ce que Juliette Daboville, justement, comme disait un peu Denis Ferrand, on fait face à deux modèles, un peu celui des soldes, un peu à l'ancienne, et puis ces nouveaux modèles-là, des offres privées très ponctuelles mais très fortes et qui, elles, fonctionnent? Alors, je pense qu'il y a quand même plusieurs choses. Il y a effectivement, le développement de l'e-commerce sur la période, et puis le modèle vente privée, qui a effectivement eu un boom sur la période. Ce que Denis disait, je suis complètement d'accord. Il y a aussi une question de choix des ménages qui est un peu différent. Le fait de travailler à domicile fait qu'il y a eu des dépenses qui étaient plus importantes, effectivement, pour aménager chez soi. En revanche, quand vous travaillez à domicile, typiquement, vous usez moins vos chaussures, quand même. Donc, vous allez moins chercher à renouveler votre garde-robe pour aller au travail tous les jours et puis marcher plusieurs kilomètres. Donc, il y a forcément des choses qui sont aussi liées, quand même, au contexte. Et je pense que sur cette première période de solde, il faut juste se dire quand même qu'on a eu plusieurs confinements. Et pendant les confinements, les grosses surfaces étaient fermées, les petits commerces étaient plus. Donc il y a eu aussi quand même plus de liens avec des petits commerces. Là, on se rend compte, je crois que les chiffres ne sont pas les mêmes pour des entités plus importantes sur des gros commerces. Donc les Français ont envie d'y aller. Premier point. Second point, on vient tout juste de sortir. Mois de juin, on a enfin le droit de retourner au restaurant, on a le droit d'aller au cinéma. Je crois que le cinéma... le festival de cinéma Festival de Cannes. Le festival a fait boom plein et on en a plein comme ça. Donc il y a juste aussi un tempo qui se met en place là qui est un peu différent. Les Français sont fatigués, laissons-les partir en vacances. Je pense qu'ils continueront à consommer sur leur lieu de vacances. Et il faut tenir compte, pas simplement d'un changement d'usage durable comme le e-commerce, comme les ventes privées, qui ont marqué autre chose, mais également de quelque chose de plus conjoncturel qui est lié tout simplement aux ouvertures, fermetures. Et donc, dès qu'on peut retourner au cinéma, c'est la priorité.
Priorité à la culture. Autre sujet que nous voulions aborder ce soir, l'économie, une science de plus en plus empirique. On a vu Denis Ferrand que vous aviez retweeté, cet édito de Jean-Marc Vittori dans Les Échos. La pandémie aurait accentué le grand tournant des économistes vers une approche de plus en plus empirique qui s'appuie sur l'expérience et l'observation. Donc, l'épidémie a-t-elle été un choc pour les économistes, Denis Ferrand ? C'est une tendance qui est déjà installée depuis pas mal de temps. Alors comment est-ce que ce tournant vers l'empirisme est mesuré ? C'est en regardant le contenu des papiers de nature scientifique, en tout cas les papiers qui sont publiés dans des revues à comité de lecture. Est-ce qu'ils ont un contenu empirique, donc à exploitation de données importantes ? Est-ce qu'ils ont un contenu empirique ? Est-ce que ce sont plutôt des papiers de modélisation plus théoriques ? Et en fait, là, on voit qu'au fur et à mesure des années, la proportion des travaux de nature empirique va en s'accroissant. Donc vous avez une transformation dans le type de production. Et puis, vous avez cette accélération qui est intervenue de manière toute récente avec la pandémie. Moi, dans mon usage, dans ma pratique de prévisionniste, j'ai utilisé des données dont je ne soupçonnais pas l'existence jusqu'il y a peu. Les données de mobilité de Google, les données de terminaux de cartes bancaires, les données de centraux téléphoniques. Bon, on soupçonnait qu'elles existaient, mais on ne les utilisait pas. Et elles ont permis de donner une appréciation assez immédiate de ce qui était en train de se passer. Donc, il y a des développements de nature méthodologique aussi, parce c'est pas tout d'avoir des données, encore faut-il avoir les bonnes méthodes pour les traiter. Donc, il y a tout un ensemble d'évolutions dans l'économie qui se font de cette manière. Mais j'insisterai quand même sur la conclusion que tire Jean-Marc Vittori dans son papier, qui consiste à dire, en fait, quand vous traitez des données, vous faites un peu un travail de plombier, vous traitez des fluides, vous traitez la circulation des fluides et vous essayez de les faire parler, vous construisez les tuyaux dans lesquels vous faites passer les fluides que sont les données. Mais encore faut-il avoir un architecte aussi. Et on ne peut pas se passer d'un travail théorique, parce que la donnée en tant que telle n'existe pas. C'est la donnée construite, la donnée que l'on va intégrer dans une réflexion d'ensemble qui commence à faire sens. Et donc, il faut du plombier. Faut également de l'architecte. Juliette Daboville, un mot sur ce tournant donc pris depuis déjà quelques années et accéléré par la crise, c'est ce qu'on comprend. Alors, moi j'aime beaucoup quand on parle d'économie en tant que science. Quand vous pensez à ce qu'on a pu vivre depuis 1 an et demi avec un certain nombre de scientifiques qui se prononçaient sur la crise sanitaire qu'on était en train de vivre et qui affirmaient un certain nombre de choses sur lesquelles ils étaient forcés de revenir 6 mois après, il ne faut pas oublier effectivement que l'économie c'est avant tout une science. Et donc avoir à disponibilité un certain nombre de data qui permettent de faire tout ce volet-là, qui est absolument essentiel pour se prononcer, c'est important, mais il faut garder aussi la matière en tant que science, parce que si on n'utilise pas son esprit, si on n'a pas d'idée, si on n'a pas une approche globale comme un architecte de maison, on va juste passer à côté de la bonne idée pour demain. Donc j'espère que surtout, on va garder cette approche scientifique, ouverte, avec non pas un droit à l'erreur, mais j'ai envie de dire une valorisation de l'erreur. Denis Ferrand, droit à l'erreur, valorisation de l'erreur. Oui, et aussi peut-être un point auquel il faut faire attention quand on traite de la donnée, c'est que d'une certaine manière, vous connaissez la parabole du réverbère, c'est-à-dire le gars qui a perdu ses clés et puis qui les cherche sur le réverbère parce que c'est là qu'il y a de la lumière. On a élargi, si vous voulez, le spectre, enfin le faisceau lumineux du réverbère. Mais on ne regarde quand même pas l'intégralité. C'est-à-dire qu'avec les données que l'on utilise aujourd'hui, on peut évaluer des dispositifs de politique économique, on peut faire de la proposition sur la politique publique, mais qui est évaluable, dont les conséquences, dont les résultats sont évaluables rapidement. Mais en revanche, comment est-ce qu'on évalue le rendement, par exemple, d'une politique culturelle, le rendement d'une politique d'éducation ? C'est évidemment une évaluation qui va prendre beaucoup plus de temps et pour laquelle on n'a pas d'ores et déjà les données. Alors de l'empirique, oui, mais de l'empirique nous donne des préconisations à court terme qui ne font pas une économie en son ensemble. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir. Juliette Daboville, je le rappelle, vous êtes fondatrice et dirigeante de l'espace Dirigeants Conseil, et Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Merci à tous les deux. Merci à Sybilla Oujane, la productrice de cette émission. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour un nouveau Late & Smart. Très bonne soirée à tous sur Bismart.